Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Éclairage, plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour. Chère équipe. Bonjour. Hello, hello. Alors, la question du jour, êtes-vous woke? W-O-K-E. Alors, peut-être qu'avant cette émission, vous allez dire, mais bien sûr, Philippe, moi, j'adore cuisiner asiatique et je trouve que cette poêle, elle est magnifique. J'adore quand ils font sauter les légumes et la viande comme ça à feu vif, c'est énorme. Eh bien, après cette émission, vous serez peut-être toujours aussi fan de la cuisine asiatique, mais vous aurez compris qu'aujourd'hui, nous nous posons une question, êtes-vous woke, qui n'a rien à voir avec l'ustensile de cuisine, mais bien avec une tendance sociétale qui nous vient directement, apparemment des États-Unis, mais je pense avec une histoire beaucoup plus ancienne, y compris sur le continent européen. Et peut-être que le mot ne vous est pas très familier, vous qui êtes avec nous aujourd'hui, et c'est d'ailleurs le cas parmi l'équipe aujourd'hui, mais peut-être que les réalités et les formes que cette tendance ou cette culture woke prend aujourd'hui, y compris en France, ça vous est beaucoup plus familier. Tout de suite, une définition quand même pour poser les choses. Être woke, c'est être éveillé. Être éveillé à toute forme d'injustice ou d'oppression, d'inégalité, racisme, sexisme, LGBT, environnement. Bref, c'est un état d'esprit hyper vigilant qui, le cas échéant, peut se révéler combatif ou militant, si vous voulez. Je prends juste un exemple relativement récent. Lorsque le magazine Vogue a pris pour sa couverture la photo de Kamala Harris, donc qui est l'actuelle vice-présidente aux États-Unis, eh bien, il y a eu toute des réactions d'internautes qui ont dit la photo a été blanchie. Voilà, et donc le magazine a dû se défendre en expliquant notamment que le photographe est afro-américain, je cite, que le journaliste qui est responsable de Vogue au Royaume-Uni est d'origine ghanéenne, et alors, comble, c'est un militant pro-diversité. Ouf, tout va bien, du coup, il n'y a pas eu de whitewashing, c'est comme ça que ça s'appelle, le fait d'éclaircir la peau des Noirs. Bref, est-ce que woke, du coup, malgré notre surprise peut-être aujourd'hui en tant qu'audience, et même dans l'équipe aujourd'hui, est-ce que woke serait le mot actuel, derrière lequel on met racisme systémique, privilège blanc, tiens, ça commence à venir, c'est bon. Les écarts salariaux, bien sûr, la transphobie, la grossophobie, etc., etc. J'ai un premier tour de table. Peut-être que, chère équipe, mon lancement, vous le trouvez un petit peu quand même partisan, et vous semblez peut-être penser que Philippe, une fois n'est pas coutume, il est un petit peu négatif, alors qu'il y a peut-être beaucoup de choses très lumineuses derrière ce mot et derrière les formes qu'il prend. Qu'en pensez-vous ? Thierry, peut-être. Oui, alors c'est vrai qu'il y a une prise de parti que je partage un peu, mais moi j'aimerais mais moi j'aimerais voir du positif, et c'est vrai que là tu as donné un exemple et tu as donné une des, alors est-ce qu'on peut appeler ça une dérive, pas forcément une dérive, mais une des expressions. Ouais, j'aime bien le terme. Un chemin qui est pris par certaines personnes qui se disent woke ou du mouvement woke. Okay. Mais je pense que ça reflète pas la réalité. Mais tu as le droit de très bien de commencer. De toute façon, j'ai assumé que mon lancement était un petit peu partisan, donc Thierry, bien sûr. Nous avons une liberté éditoriale, contrairement aux apparences. David, je t'ai coupé un peu le sifflet. Oui, c'est vrai que l'émission de cuisine, c'était pas mal en fait. Moi, j'ai trouvé. Écoute, ce thème est intéressant, je trouve. Moi, je connais pas bien, mais je trouve que ça fait beaucoup réfléchir. Je suis généralement pas aussi négatif que toi en fait sur ce genre de sujet, parce que j'essaie effectivement de voir les choses pondérées, mais de façon un peu pondérée. Alors, je sais pas si c'est bien. Ouais, on va voir aussi le côté lumineux peut-être aujourd'hui, bien sûr. Ouais. Okay. En tout cas, c'est un thème intéressant. David. Ok, très bien, merci. Et Marc moi, j'exprime ma surprise. D'abord, je ne connaissais pas du tout. Ouais. Ensuite, j'ai du mal à déceler les contours, les réalités, l'expression même de ce qui se dégage derrière, et les suspicions, visiblement, puisque très vite, et on en parlera, on en va jusque l'aspect fondamentaliste de cette démarche-là, qui devient un aspect de sectarisme, voire d'oppression, c'est-à-dire de refus de liberté d'expression. Ok, très bien. Alors, on va essayer de rester centré sur la culture woke et non pas sur son corollaire, qui est la cancel culture, que vous avez certainement dû entendre également, ou pour laquelle vous voyez ses effets. On va tout de suite passer aux faits et contextes. Et aujourd'hui, c'est Bibi
qui s'en charge. Et ensuite, aujourd'hui, nous aurons la confession par Marc et la question à ne pas poser, qui va poser quand même, parce que Dave, de toute façon, ne fait qu'à sa tête. Et donc, ça sera David. Voilà. Allez, c'est parti pour les faits et contexte. Et bien sûr, la règle du jeu, chère équipe, vous me complétez ou me corrigez le cas échéant. Alors, pour éclairer notre audience, notamment pour ceux qui, jusqu'à présent, pensaient que wok était uniquement un ustensile de cuisine idéal pour la cuisine asiatique. Le terme wok, donc, qui vient de l'anglais, to be awake, être réveillé, être éveillé, un usage politique ou militant, par-ci par-là, déjà depuis pas mal d'années, principalement quand même aux États-Unis, avec une accélération à la fin des années 2000, avec notamment, tout le monde a pu voir, bien sûr, l'affaire Weinstein, cette chute de ce magnat médiatique, évidemment, avec le mouvement Black Lives Matter, personne n'a pu passer à côté, encore plus, évidemment, avec la tragédie de Floyd, toujours aux États-Unis, mais que nous n'avons pas pu louper ici en Europe. Par exemple, à ce moment-là, être woke aux États-Unis, passer par un comportement que tout le monde a pu voir sur ces écrans, ces joueurs de football américains ou de basketteurs qui s'agenouillent pendant l'hymne national américain. Voilà, c'est ça, être woke, montrer sa solidarité avec des causes ou avec des personnes qui souffrent ou des injustices. Avec du coup, peut-être des corollaires au niveau entreprise. Même si vous ne connaissiez pas le terme, peut-être que vous avez vu que certaines entreprises, dans leur façon de nous vanter leurs produits ou dans leur démarche commerciale, dans leur slogan publicitaire, sont elles-mêmes très woke, c'est-à-dire très inclusives, en disant que venez comme vous êtes. Tiens, ça me fait penser à une marque, ça s'appelle du woke washing. Si on est un petit peu angliciste, ça veut dire que les détracteurs disent les entreprises, elles ont senti l'air du temps, et je ne sais pas si c'est super sincère, comme à l'époque, il y a aussi, toujours aujourd'hui, de greenwashing, c'est-à-dire que tout le monde montre qu'on est respectueux de notre environnement, bien qu'il y ait beaucoup d'entreprises, certainement, qui soient très sincères. Voilà. Woke, c'est aussi, du coup, une exacerbation, certainement. Exacerbation, c'est un terme, du coup, qui est partisan de ma part. Attention, Philippe, on est dans les faits et contextes. Avec ce qu'on appelle le mouvement identitariste, c'est-à-dire le fait de s'identifier, soit dans son genre, dans sa race, dans sa sexualité, bien sûr, dans sa appartenance peut-être du communauté X, Y ou Z. Et vous avez certainement, vous n'avez pas pu passer à côté de tous les débats sur la racialisation, des différents débats sur le genre, et avec des corollaires, je pense, du coup, qui vont nous éclairer en termes de contexte. Cancel culture ou culture du bannissement, voilà. Bien sûr, toutes les politiques d'inclusion, notamment au niveau du genre. Je rappelle quand même que je crois à l'université aujourd'hui en France, il y a aujourd'hui des référents d'inclusion, anti-discrimination. Il y a eu le lancement, il n'y a même pas une semaine, d'un site gouvernemental qui s'appelle antidiscrimination.fr. Donc là, on est quand même sur des choses très, très concrètes et certainement, évidemment, hyper lumineuses. C'est juste pour mettre un contexte, peut-être une judiciarisation de plus en plus importante, alors même si c'est encore très anglo-saxon, le fait de faire des procès dès lors que, bien sûr, on se sent discriminé, etc. Mais peut-être que ça vient chez nous. On peut y voir aussi, toujours en contexte, la discrimination positive. Et là, je vais prendre pour l'instant des aspects qui sont plutôt, pour l'instant, encore anglo-saxons. Je prends l'exemple d'une université américaine qui demande aux Blancs de ne pas venir sur une journée pour qu'il n'y ait que des Noirs à l'université. Je pense aux propositions du nouveau président américain, Biden, qui est de réserver certaines aides à des entreprises tenues par des Afro-Américains. Voilà pour la discrimination positive. Et alors, je pense que nous aurons tous remarqué qu'il y a une espèce d'autocensure qui s'empare. Allez, sérieusement, au coin de nos chaumières, n'avons-nous pas dit récemment « On ne peut plus rien dire dans ce pays !» Sans déconner. Pardon, j'ai dit sans déconner, il ne faut pas le dire à l'antenne. Bref, nous sommes tous témoins, peut-être que nous faisons peut-être attention à ce que nous disons, comment le disons, et certainement qu'il y a une part de lumière là-dedans. Pour terminer sur les faits et le contexte, je dirais que Barack Obama lui-même a évoqué la culture woke dans son propre pays, bien que ce ne soit pas du tout un anti-woke, mais il a dit que, effectivement, comme Marc le disait tout à l'heure, attention les gars, si pour vous être réveillé, ça consiste à jeter des pierres sur tous ceux qui ne sont pas comme vous n'allez pas aller bien loin. Je le paraphrase à peine. Voilà. Est-ce que, pour terminer, être woke, c'est en partie générationnel, voilà, notamment ce qu'on appelle les millennials, si je prononce bien. Donc, c'est ceux qui ont entre 20, 22, 23 ans, voilà, qui sont nés à peu près aux alentours des années 2000. Avec peut-être du coup des conflits de génération, peut-être entre nous déjà, et peut-être dans vos entreprises, dans vos familles, entre les générations. On a pu voir ça encore récemment, par exemple au New York Times, où il y a eu des conflits internes
Pourtant, le New York Times est déjà bien un journal bien progressiste et de gauche. Et bien sûr, une affaire, et je termine là-dessus, toute récente, avec un journal Le Monde qui a plus ou moins censuré un dessin de Xavier Gorce, merci, qui lui-même a dit, c'est lui qui a cité dans sa défense, comme quoi il était victime de la culture. Wow, voilà, juste pour dire que si nous avons choisi ce thème, c'est qu'il ne sort pas de nulle part. Merci de me compléter. Voilà, est-ce que c'est plus clair du coup, Marc, qui nous a avoué comme quoi pour l'instant c'était assez nouveau pour lui. C'est bien, je trouve. Tu représentes peut-être une partie de notre audience. Je vous le dirai tout à l'heure. Ça alors, on compte les points à la fin de l'émission. Pour sa confession. Voilà, exactement, on attend avec impatience sa confession. Des choses à rajouter peut-être en termes de faits et de contexte, David? Oui, mais j'ai noté quand même ce double sens qu'il y a dans woke. Il y a le fait d'être réveillé, de se rendre compte d'une situation, mais il y a aussi le fait, cette notion d'hypervigilance qui fait qu'on ne lâche rien. Et c'est ce qu'on ne lâche rien qui, multiplié par des centaines de milliers ou de dizaines de personnes sur Internet, fait qu'effectivement, on peut laisser une personne sans répit jusqu'à ce qu'elle craque. Et ça, c'est quelque chose, un effet comme ça d'entraînement et de suivi que permet en fait le fonctionnement en réseau, qui fait qu'effectivement, il y a une force d'influence qui est très importante et très éprouvante pour celui qui l'a subi. Ok. Ce qui arrive, ce qui peut aboutir jusqu'à des suicides, on en a eu quelques exemples. Oui, tout à fait. Je prends juste l'exemple, je crois, d'Olivier Duhamel, c'est ça, hein? Celui qui est en cours, voilà, il peut quasiment plus sortir de chez lui. En plus, son adresse a été communiquée par Le Parisien, le journal Le Parisien, je veux dire. Hein, donc, bon, bref. Oui, et aux États-Unis, c'est vraiment je pense le tournant qui fait qu'il y a maintenant des universités qui commencent à se préoccuper de ça. Tout à fait. Et essayer de s'organiser pour éviter ces effets de harcèlement. Il y a eu l'affaire Evergreen où un professeur s'est suicidé. Alors que c'était une personne qui était du côté des woke, puisqu'il était de gauche et tout ça, et simplement il s'est désolidarisé d'une proposition, et il y a eu une pression qui s'est faite pour demander qu'il démissionne parce qu'il n'était pas dans la pure ligne de l'indignation que ces personnes-là voulaient. Ils voulaient organiser une journée d'absence où il n'y aurait que les Noirs qui viendraient à l'université. C'est celle que j'ai évoquée. Il n'était pas d'accord, et il a été d'une certaine façon poussé au suicide. Merci pour le complément. Thierry, toujours sur le fait et contexte, peut-être? Moi, ça m'évoque deux choses. Le côté très, à la base, je suis d'accord, le côté très américain aussi. Moi, quand j'ai commencé à travailler le sujet, je me suis trouvé un peu, alors peut-être comme Marc, c'est pas forcément concerné, mais je me dis, il y a des choses que je ne maîtrise pas. Par exemple, le mot communauté aux États-Unis et le mot communauté en France, ça veut pas dire la même chose, ou en tout cas, c'est pas interprété de la même façon. Ça, c'est le premier point. Difficile de se mettre à la place de ceux qui subissent les injustices. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est effectivement ce double sens, en fait. Est-ce qu'on reste sur le woke, le côté être éveillé, réveillé sur les injustices, faire attention. On a entendu parler de la chanson I Stay Woke. Je reste éveillé, je me laisse pas endormir. Et aussi le côté, tu l'as mentionné, la dérive ou le côté cancel culture qui est de dire on va y aller jusqu'au bout. On lâche rien, le côté combatif. En attendant un jugement, en attendant d'avoir plus de faits, je vais relayer sur Twitter et là je me sens woke parce que j'ai relayé. Et là moi je vois deux choses et j'ai l'impression qu'une peut desservir l'autre, un peu malheureusement. Ok, Thierry, du coup, nous a placé comme quoi il travaillait son sujet. Vous l'avez remarqué, hein, c'est impressionnant, c'est très habile. Marc, ça va mieux ? Plus, sauf que ce que vous avez mis en avant, j'ai envie qu'on y revienne peut-être plus tard, et j'ai senti très fort dans la préparation, c'est cette ligne droite-gauche démocrate-républicain aux États-Unis, avec donc une valeur portée par, j'allais dire, l'inspiration démocrate d'un côté, et puis, d'une certaine manière, le ricanement des républicains et encore plus fort le ricanement de Trump en disant mais regardez ce qu'ils ont fait là et ce qu'ils font là et demain c'est que la vie ensemble ne sera plus possible. Oui. Ce qui d'ailleurs complique un peu la tâche des gens de gauche qui veulent éviter les excès du wokisme, c'est que justement Trump du coup devient une sorte d'allié contre les excès du wokisme. Voilà. Et en plus il y a aussi du wokisme de droite, hein, on le trouve aussi.
Et d'ailleurs, c'est assez marrant, en creusant les choses, de se rendre compte que cette notion de woke a été introduite par Abraham Lincoln à un moment donné, ce mot de réveiller, tout à fait, pour lutter contre l'esclavage, et donc porté par un parti républicain à l'origine. Tout à fait. On passe à la confession, Marc ? Éclairage. Plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. La confession. Eh bien, je vous le confesse, mes amis, je suis perdu aujourd'hui. Quel drôle de sujet. En quoi il me concerne, woke? Alors déjà, je dois aussi vous confesser, je suis nul en anglais, je n'en ai jamais fait de mon histoire et donc je comprends rien à la langue anglaise. Alors j'entends Philippe qui traduit, etc. Moi, ça reste totalement hermétique. Et puis, ce mot-là, je ne l'avais pas connu. Alors, bien sûr, et tu l'as évoqué, Philippe, la première chose, avec quelques amis, j'ai dit, woke, est-ce que ça vous dit quelque chose? Puisque moi, ça ne me dit rien. Bien sûr, la réponse de ce sondage, c'est la cuisine asiatique. Hein? Oui, je fais mon wok maintenant, et ça, c'est super. Pourtant, on ne parle pas de ça, là. On parle d'une réalité, d'une idéologie, d'un comportement qui nous vient des États-Unis. Et là aussi, je dois le confesser, ça n'est pas obligatoirement le territoire de référence pour moi. Alors, pourtant, la traduction que vous avez formulée, tous les trois, m'incite à dire je suis séduit par cela. Un terme et une réalité qui me met en avant de rester éveillé, de garder les yeux ouverts, d'être vigilant. Voilà des attentions qui me paraissent répondre aux exigences de l'exercice de ma citoyenneté. Et il est bon qu'on ait cette vigilance. Je découvre aussi, parce que je dois aussi vous le confesser, dans notre manière de fonctionner. Philippe nous propose un sujet et nous donne quelques éléments d'articles nous permettant, oui, mais j'en profite, permettant d'essayer de découvrir un peu le sujet. Et puis nous recherchons nous-mêmes. Et donc, dans les articles transmis, je découvre que le mouvement woke, depuis de très nombreuses années, mais de manière renforcée ces 20 dernières années, vise à combattre les oppressions visant les minorités, à dénoncer tout ce qui pourrait apparaître pour une personne comme offensant en raison de ce qu'elle est, sa couleur, son identité sexuelle, etc. D'une certaine manière, l'affirmation de « j'ai le droit à ne pas être offensé ». Je trouve que ça, c'est fort, mais voir comment ça se traduit. Ce mouvement woke, c'est aussi de dire « je dois pouvoir revendiquer que l'expression qui est employée à mon encontre peut me blesser. Et dès lors, je dois réagir, attaquer, même en justice, des propos qui me paraissent discriminatoires. » Là aussi, on est bien dans une culture américaine très judiciarisée, et c'est peut-être un des volets qu'il faudra revoir, parce que c'est aussi la manière dont on vit ensemble. Le woke est alors une déclinaison d'une politique identitaire radicale que certains vont jusqu'à nommer racialisme. L'aboutissement d'une telle démarche est une forme extrême du politiquement correct, appelant ou pouvant appeler à la censure, ou plus justement, au dire de nombreux observateurs, à l'autocensure, en particulier des intellectuels, des journalistes, des universitaires, qui, dans ce contexte-là et dans la pression exercée par les réseaux sociaux et l'expression des réseaux sociaux, n'osent plus exprimer des positions appelant au débat ou appelant à la contradiction de peur d'être traités de racistes. J'ai retenu, parce que ça m'a frappé, un témoin américain, envieux de notre liberté d'expression à la française, qui dit « ça fait tellement de bien de saisir que chez vous, les parents peuvent encore dire à leurs enfants qu'ils sont un petit garçon, une petite fille. Chez nous, on dirait « comment osez-vous assigner un genre ?» Si effectivement l'aboutissement de la culture woke est de ce type-là, ça fait véritablement froid dans le dos. Si on veut passer
à l'analyse un peu plus fine, il semblerait que le woke soit l'expression d'une idéologie soutenant que le mal, c'est le mâle blanc. Et qu'il est temps pour changer les mœurs de changer les mots. On ne peut, en parlant d'une personne, dire noir, blanc ou arabe, mais employer le mot racisé. Là aussi, je crois que c'est des choses à noter, à analyser, et qui, je dois, là encore, le confesser, me sont assez étrangers. J'ai du mal à percevoir cette réalité-là, même si je sens bien, et une nouvelle fois avec le développement des réseaux sociaux, que les anathèmes peuvent arriver très vite. Il ne faut jamais se mettre à la place d'un autre, mais préciser le point de vue depuis lequel on parle. Ça veut dire quelle attitude je peux avoir dans cette culture woke, dans cette société de demain, quelle attitude je peux avoir pour m'exprimer. Le woke serait finalement le révélateur de fractures profondes de la société américaine, qui n'est plus en capacité de dialoguer sur la base de propos contradictoires, de construire une vérité à partir d'un débat d'opinion. Et en cela, le woke, ou la culture woke, serait devenu le fléau de la liberté de penser, et si c'est cela, bien évidemment, c'est inquiétant. Voilà, que penser de tout cela ? Je reste toujours un peu perdu, et espère que la poursuite de nos échanges durant cette émission me permet, comme à vous, d'y voir plus clair. Merci Marc. Pour quelqu'un qui est perdu, je trouve qu'il décrit vachement bien le chemin parcouru et son environnement. J'aimerais qu'on réagisse un petit peu sur cette confession, sur le côté positif et lumineux, puisque notamment Marc a dit que ce qui peut me séduire, c'est un exercice, une vigilance dans l'exercice de ma citoyenneté. Je te cite, on peut peut-être quand même passer quelques secondes, quelques minutes sur les aspects lumineux peut-être de ces mouvements. Qu'en pensez-vous, Thierry, David ? Oui, David ? Oui, bien sûr. Je ferai quand même un petit commentaire parce que Marc confesse sa méconnaissance de l'anglais et peut-être ne suit pas forcément ce qui se passe aux États-Unis et tout ça. Je ne dis pas que je suis beaucoup, mais je me dis qu'on n'arrive même pas à s'imaginer en fait la vivacité des échanges qu'il peut y avoir dans les universités, les rapports qu'il peut y avoir avec les professeurs. Et je pense que ce rapport est très conditionné par justement cette génération milléniale qui a complètement changé le rapport avec les professeurs. Il doit y avoir des choses, mais bon, déjà, les États-Unis ont toujours le don pour faire des choses un petit peu extrêmes. Mais là, je pense qu'on peut trouver vraiment des éléments qui feraient des films passionnants. Au Canada aussi. Qui aujourd'hui ne sont pas faits d'ailleurs, mais qui viendront parce que je pense que c'est trop bouillant. Et je pense que la séparation des États-Unis en fait en deux blocs comme ça qui commencent à s'affronter est quelque chose qu'on ne voit pas et enfin qu'on a commencé à discerner et dont on sous-estime. Donc je pense que c'est important, je me dis, je te le dis et je me le dis à moi en même temps, qu'on s'intéresse de près à ce qui se passe, qu'on renseigne mieux sur ce qui se passe aux États-Unis, parce que forcément ça va nous arriver un peu plus tard. C'est le pourquoi du choix de ce thème, parce qu'effectivement aujourd'hui on est relativement préservé par rapport aux États-Unis. La preuve, l'anecdote que la famille américaine mentionnait par rapport à sa liberté de parler à ses enfants. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est déjà bien présent en France, de manière beaucoup moins violente, avec toutes les stars de musique, actrices de cinéma, lors des différentes cérémonies au César récemment. Voilà, donc on est déjà très présent sur le discours racialiste, sur le fait de s'insurger. Donc clairement, pour moi, c'est déjà bien présent. Thierry ? Oui, pour continuer ou appuyer dans le positif, moi, je vois vraiment le côté... Alors, peut-être le côté qui pourrait être dit effet de mode, mais une jeunesse qui se lève, une jeunesse qui a conscience aussi d'inégalité, d'injustice. Et aussi, je me dis, et moi, je crois pas juste à un effet de mode ou juste à quelque chose qui passe, et je me dis, mais... Il y a des aspirations, tu veux dire, au fond ? Oui, voilà, dans le sens, mais pourquoi ça sort, en fait ? Voilà, intéressant, il y a des manifestations, alors on peut se dire, c'est simple de retweeter, oui, c'est simple de retweeter, mais il y a quand même un mouvement. Il y a, voilà, ça. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2020 ou depuis le début des années 2000, il y a ces choses-là qui ressortent ? Tu as une réponse ?
Enfin, un élément de réponse ? Parce que là, du coup, j'ai l'eau à la bouche. Hein. David, apparemment, en a. Pourquoi ça sort ? Je pense que... Alors, on parlait dans une autre émission des réseaux sociaux et je pense que ça joue parce qu'il y a ce côté où moi aussi, de chez moi, je peux exprimer quelque chose. C'est en fonction de l'éducation que j'ai pu avoir. Et encore une fois, comme j'ai dit dans mon premier point, avant, après les faits et les contextes, moi, j'ai du mal à me mettre à la place de quelqu'un qui subit des injustices, une personne de couleur noire, etc. Voilà, donc moi, je pense qu'il y a ce phénomène il y a un moyen de communication aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui est très important. Et il y a aussi peut-être cet aspect culturel qu'on n'a pas forcément encore en France, mais qui est aux États-Unis. Tu parlais de ce côté parfois un peu extrême, parfois un peu loufoque. Et aussi avec une présidence de Donald Trump ces dernières années, qui a peut-être aussi réveillé des consciences ou qui a peut-être réveillé des choses aussi. Ok, David ? Oui, après, moi, dans l'explication, je me dis, il y a eu l'année 2000 qui était une sorte d'année un peu charnière, on changeait de siècle, et je pense que les millennials, c'est ce qu'on appelle aussi la génération Y. Ouais, merci pour la précision. La génération Y, pourquoi cette génération-là, peut-être, au bout de 20 ans, s'est dit, mais on n'a toujours pas résolu les problèmes qu'on pensait être des problèmes du passé. Donc il y a une sorte, à un moment donné, d'impatience. Il y a deux choses, je pense. Il y a cette impatience de dire, bon sang, on n'arrive pas à s'en débarrasser du racisme. Donc maintenant, on ne va plus rien lâcher. Donc, jusqu'à ce que ça disparaisse. Donc je pense qu'il y a une sorte de volonté, je dirais, positive, d'éradication du problème. Et pour l'éradiquer, il ne faut plus laisser repousser. Donc, dès qu'il y en a un qui fait quelque chose de côté, on le fait. Donc, ça veut dire que je ne veux pas généraliser les générations, mais ça fait des stéréotypes qui sont utiles. C'est au moment qu'on ne met pas les gens n'importe comment dedans. Mais ça veut dire que cette génération-là a vraiment cette notion que il ne faut plus rien laisser passer. Et l'autre côté, qui est très court, c'est que du coup, ils veulent aussi pouvoir vivre ce qu'ils sont maintenant sans que plus personne les embête. Donc, en attendant que le problème soit éradiqué, ils veulent des espaces où ils ne sont plus offensés, où ils peuvent s'exprimer librement. C'est ce qu'on appelle le safetyisme, c'est-à-dire cette notion de créer des espaces sûrs, où on n'est pas... Et donc, ça veut dire que dans ces espaces-là, ils sont encore plus redoutables et encore plus intransigeants sur les gens qui sortent de ça ou qui pourraient avoir des paroles offensantes. Donc il y a comme ça, et donc je pense que ça, voilà, c'est l'image de gens qui sont projetés dans un 21e siècle plein de dangers, plein d'incertitudes, et qui ont besoin de se créer des espaces identitaires de sécurité, et en même temps qui ont besoin de sortir de ces espaces sécuritaires pour lutter pour l'éradication des problèmes qui aujourd'hui les laissent en groupe, quoi. Très bien, David. Marc ? Et je me dis, on ne peut pas nier l'importance de la vigilance politique et de lutter, au moins pour moi c'est un combat essentiel, de lutter contre tout ce qui peut être oppression ou non-reconnaissance ou non-respect de l'autre par rapport à ce qu'il est. Ça, c'est certain. Mais pour moi, ça doit être ce que j'appelle moi un combat politique. C'est-à-dire un combat dans les changements de société. Ce qui m'inquiète un petit peu, mais c'est pas que très américain, tu as raison Philippe, ça devient de plus en plus en Europe, c'est que du coup toute situation de ce type-là doit passer par les prismes de la justice. Une judiciarisation de ces réalités-là qui revient à ce que tu viens de très bien dire. C'est que derrière un combat politique, on en vient aujourd'hui à une défense identitaire. Ce qui est important, c'est moi. C'est moi et les blessures que je peux recevoir de la parole de l'autre. Et si je suis trop blessé, eh bien, je vais en justice devant lui. Je me dis, là, on perd cette notion de politique pour une défense avant tout de mon propre moi, mais mon propre moi, s'il ne se construit pas avec les autres, dans la contradiction, dans la différence, je ne vois pas comment on va construire les choses, si ce n'est de se faire payer les uns et les autres. Et dernier point, tu l'as aussi dit Philippe, et pour moi c'est quelque chose qui m'apparaît très fort, et les dernières élections américaines nous l'ont révélé, nous en Europe encore plus, c'est cette ligne de fracture très importante, avec le soubassement d'un électorat trumpiste très important, en nombre, qui ne se reconnaît absolument pas
dans cette culture de revendication. Mais effectivement, et ça c'est pas faux, effectivement, ce rassemblement trumpiste, c'est majoritairement, pas exclusivement du tout, mais majoritairement blanc, dans une forme de tradition de regard sur l'existence, qui n'est pas celle que le mouvement woke tentait de développer. Tu as parlé du droit à ne pas être offensé tout à l'heure, notamment dans ta rubrique. On peut passer à la question à ne pas poser ou encore un petit complément là ? Un petit complément là sur politiquement aux États-Unis. Donc effectivement, il y a les Trumpistes qui, enfin je ne sais pas s'ils résistent à ça spécialement, mais en tout cas ils sont un peu dans la ligne de mire. Il y a un Biden qui a quand même été un promoteur en fait quand même de la woke culture. Et peut-être même plus loin qu'Obama, et qui là se retrouve président. Et moins que Kamala Harris. En fait, en gros, quand même, ce sont des woke personnes qui sont quand même un peu élus. Et c'est vrai que ça va être intéressant de savoir comment ils vont rentrer là-dedans, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont sur le dos d'un tigre. Et qu'ils ne savent pas très bien comment le dompter. Sur le dos d'un tigre, le tigre asiatique. Voilà, c'est en plus, oui. non, mais de toute façon, tout est travaillé chez David. Ouais, c'est ça. Et oui, ça va être très périlleux pour eux, parce que ça peut les mener dans une forme de, je sais pas, de bolchevisme de pensée qui peut les dépasser. Bon, c'est notamment déjà le cas, puisque à la Maison-Blanche, vous pouvez remplir un formulaire de contact avec un nombre très important de comment vous identifiez au niveau de genre. Ouais. Sur les comptes des réseaux sociaux de Kamala Harris, elle s'est identifiée elle-même comme she ou her. C'est une bonne pratique. Revendiquée, je suis très sérieux, revendiquée par les LGBT pour effectivement chacun a la liberté de s'identifier au niveau du genre et pas juste monsieur ou c'est ça. C'est une personne menstruée. Voilà, tout à fait. Comme on peut dire parfois dans certains mails. Avant la question, Thierry développait l'impact de la culture des réseaux sociaux. Je pense que là, c'est quelque chose d'essentiel. On en a souvent échangé dans notre émission. Bien sûr, ça donne accès à la liberté, mais ça donne accès aussi à tout propos individuel qui est mis sur n'importe quel pied d'égalité de tout autre propos individuel. Et à un moment donné, je me dis, mais comment justement le politique est en capacité de gérer cela ? C'est la différence effectivement entre peut-être le fait de se saisir de manière politique, donc s'intéresser à la vie de la cité dans son entièreté par rapport au droit à ne pas être offensé. Puis tu as cité le droit à ne pas être offensé. Si aujourd'hui l'offense, c'est la perception que j'en ai, waouh, je vais voilà, ça promet. La question à ne pas poser, peut-être, si tu es prêt, avec un petit jingle qui va bien. Éclairage. La question à ne pas poser. Fuyez, pauvre fou. Est-il temps que les églises se réveillent ? Voilà ma question. Ce qui va nous laisser plus de temps. Est-il temps que les églises soient woken ou wokistes, ou je ne sais pas comment on dit. Se réveillent. Pour ou contre le woken, mais en tout cas, ma question c'est est-ce qu'il faut laisser cette notion de réveil en dehors de l'église, ou est-ce que finalement on n'a pas à jouer ce rôle-là dans les églises pour toutes ces questions-là, qu'elles soient raciales, environnementales et tout ça, de quelle façon est-ce que les églises décident de se réveiller ? Ok, alors donc la question à ne pas poser, est-il temps que les églises se réveillent par rapport donc à la thématique, sachant que tout à l'heure nous avons une rubrique Jésus revient, dans laquelle on ira peut-être un petit peu plus loin. Rapide tour de table par rapport à la question, donc très flash pour l'instant, sans développement, par rapport à la question posée par David, à laquelle je participe aussi. Pour moi, parce que ça fait partie tout à fait de l'identité, de la réalité de vie d'une église. Une église, par l'expression même de sa foi, par l'expression même du témoignage, ne peut que s'intéresser à la vie du monde. Donc, il faut qu'elle soit constamment en éveil sur l'écoute et la réalité du monde. Très bien, merci cette émission du coup. Moi, très rapidement, ça serait un oui, notamment sur la question du racisme. Le fait même de parler de racisme dans les églises ou de choses comme ça, ou d'être éduqué aussi à ça, ou de parler des thèmes comme ça, ou d'être conscient de certaines réalités. Je pense qu'on peut avoir plusieurs ouvertures sur cette question, mais pour moi, je pense que c'est intéressant de s'en emparer, et aussi dans ce qu'on transmet aux jeunes aussi, vu qu'on parle aussi d'un phénomène qui concerne les millennials.
dont je fais partie aussi, mais voilà. Oui, Thierry, merci pour la précision. Et puis moi, spontanément, quand tu as posé ta question, David, j'ai tout de suite pensé moi, au réveil, mais alors plutôt au niveau du coup réveil spirituel. Mais oui, parce que c'est à ça que j'ai pensé, c'est que c'est un mot qui, dans l'histoire du christianisme, a été très important à plusieurs époques. Absolument, tout à fait. Et puis d'ailleurs, la Bible, mais là je suis déjà dans l'autre rubrique, Philippe dit souvent, alors, pour une fois qu'on aura du temps pour l'autre rubrique. Éveille-toi, ne dors pas. Mais là, j'ai bien compris que ta question portait plutôt, a priori, en premier sur le fait que l'Église s'empare aussi de ces sujets, soit éveillée sur le côté peut-être lumineux, éduquée au racisme par exemple, bien sûr à la lutte contre le racisme dans nos églises, et aussi peut-être que les chrétiens puissent se faire une opinion sur les éventuels dangers, y compris pour ceux qui ont une foi chrétienne ou autre d'ailleurs, liés à ce mouvement. Voilà. Oui. Tu te reconnais dans notre tour de table, ça va par rapport à la question que tu as posée? Oui. En fait, il y a un aspect peut-être que j'étais le seul à penser, c'était que les églises ont une certaine expertise aussi, en fait, je pense, une certaine expérience. Du vivre ensemble de cette notion de réveil et de la notion qui vient juste derrière, c'est la notion de faute, de repentance. Voilà. Et là, d'une certaine façon, les églises ont été quand même squeezées de toute cette question-là. C'est-à-dire que ce mouvement-là, très à gauche, est assez, pas spécialement religieux, plutôt même athéiste, en fait, voilà, est traversé de sentiments de repentance, de faute, qui parfois est assez ridicule. Il y a des anecdotes comme ça, des gens se sentent responsables de tout. Ils marchent à côté d'un noir, il y a quelqu'un qui insulte le noir, l'ami à côté se dit « excuse-moi, je suis vraiment désolé », comme si c'était lui qui l'avait insulté, quoi. Voilà. Donc cette notion de repentance et de faute, elle est très présente. Et d'une certaine façon, je veux dire, on a passé quand même 2000 ans à essayer de régler cette question de la sentiment de faute, de repentance, et d'arriver à reprendre une vie normale tout en étant conscience de ses propres manquements. Voilà. Et je trouve que toute cette notion sur le pardon, sur la faute et tout ça, ce serait dommage de le ranger dans l'armoire des vieilleries religieuses, alors que c'est si pertinent aujourd'hui. Ok. Oui, Marc, tu mets en avant aussi... On va vite enchaîner sur Jésus revient, puisque du coup on y est. Deux aspects. Un qu'a évoqué Philippe, d'ailleurs, c'est une église et des chrétiens en particulier se doivent d'être vigilants. Et vigilants par celui qui est mis sur le bord de la route. Donc ça rejoint ce combat de tous ceux qui ne sont pas... considérés sur un pied d'égalité dans leur manière de vivre, il va falloir qu'on soit à leur côté pour qu'ils défendent leurs droits. Et puis la deuxième chose, c'est de se dire, une église, c'est une communauté. Et nous faisons l'apprentissage, ou nous devrions tenter de faire l'apprentissage en église, de vivre ensemble, de faire ensemble dans la diversité. Une des convictions, c'est que chaque être humain, fils de Dieu, est unique. Et donc différent de l'autre. Mais qu'en même temps, notre défi, c'est de vivre en communauté, de construire une communauté dans le respect, et j'irai même plus loin, dans le fait que sans l'autre, je ne peux pas me construire. Donc comment on articule tout cela? Jésus revient. Éclairage, plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. Jésus revient. Alors moi j'avais quelques réflexions sur Jésus revient, mais par rapport à ce que tu as dit, je trouve qu'il y avait quand même quelque chose où là, il faut que les églises doivent vraiment se positionner. C'est sur le droit à être restauré à un moment donné, à avoir une faute qui est purgée. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des erreurs dans le passé ou qui ont des tweets qui resteront à jamais pour les marquer du sceau de l'infamie. The Voice, récemment, il y a quelques jours, un candidat de The Voice qui allait tout gagner, et il a des tweets qui datent quand il avait 17 ans, et c'est bon, il est mort. C'est arrivé plusieurs fois. Il est mort. Là, je lisais l'histoire d'un joueur sur Internet et tout ça, qui était un petit con à une époque et qui a grandi. Et là, les gens le poursuivent, le harcèlent, il ne peut plus faire son activité de YouTuber, machin, parce que des gens considèrent qu'il est toujours responsable de ce qu'il a écrit. Et ça, c'est une différence avec les chrétiens, normalement, où le message biblique, il y a une restauration. Voilà, c'est ça. Okay. C'est qu'à un moment donné, il faut défendre. Pardon, quoi. Et je crois que là, les églises et tous les chrétiens ont le rôle de dire, cette personne a fait une faute, elle a reconnu sa faute. Il faut arrêter de le rappeler. Okay. C'est un poison. Très bien. Que les chrétiens connaissent.
Thierry ? Ouais, c'est vrai que ce thème de la restauration, du pardon, est arrivé plusieurs fois dans les articles que tu nous as envoyés, mais aussi dans d'autres choses que j'ai pu voir. Et pour moi, c'est éminemment, effectivement, un sujet dont les églises doivent s'emparer aussi peut-être dans une visée, alors je vais peut-être aller un peu loin, mais dans une visée éternelle sur les nations, en fait, sur cette non-différence, et que, alors pour reprendre, c'est un peu cliché, mais ce que faisait Martin Luther King, on en a aussi évoqué un peu dans les différents articles qu'on a pu lire, qui lui, alors va peut-être pas aussi loin qu'un wokisme, mais aller vers un universalisme et de dire pas de faire de différence en fonction de la couleur de peau pour le coup, mais du coup moi ça m'a évoqué plein de choses, et ça m'a il a rêvé et il s'est réveillé. Et ça m'a évoqué aussi de la paille dans l'œil de mon voisin et la poutre dans le mien. Voilà. Donc moi je suis un peu sur ces deux plans où oui, l'Église doit s'en emparer. Oui, il y a cette question du pardon et de la restauration, mais il y a aussi cette question. On parlait avant du moi. C'est moi je, et l'autre est contre moi, donc je dois le combattre. Est-ce que je m'examine moi-même aussi à ce propos-là ? Ok, alors être woke, c'est aussi s'examiner. Hein. Du coup, il y a une profonde culpabilité, hein, sincère, je pense. Marc, il nous reste 3 minutes. Aussi, et quand j'ai travaillé un petit peu sur ce sujet... Lui aussi travaille le sujet, ça en fait 2. Oh, mais je l'avais dit en confession, derrière le confessionnal, Philippe. 50% des effectifs bossent le sujet, c'est le scoop. Pardon, Marc. Un terme qui me venait, qui est en référence à au moins certaines de nos églises, c'est le terme de morale. Derrière, c'est de traduire un petit peu ces points d'attention vers une forme de morale. Et je reste personnellement assez convaincu que nos églises n'ont pas à défendre une morale qui pourrait être de dire voici la bonne manière de fonctionner sur tel tas de pratiques de vie quotidienne, de vie personnelle, mais de se dire comment, avec l'autre, je construis une exigence de quête de vérité. Et on rejoint en cela le wokisme. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est... vous les avez dit tous les deux à votre manière, de manière précédente, c'est qu'un homme n'est jamais figé à un instant T. Il est toujours amené à pouvoir évoluer. Et en particulier avec, je vais l'exprimer avec mes mots de la foi, quand je prends la main de Dieu et que Dieu me guide, je peux totalement changer de comportement, je peux totalement changer de manière de vivre, etc. Et ça, c'est notre espérance. Et cette espérance qui se conclut par le final, c'est que la miséricorde de Dieu est totale et le pardon de Dieu est offert à tous. Ok, alors on va terminer avec les synthèses chrono, peut-être, David ? Oui, j'avais juste un truc, parce que je pense que c'est l'idée qui me plaît vraiment dans l'Évangile, parce que la notion de veille, elle est très présente. Absolument. Mais il y a une autre qui est très présente et que je trouve qui colle bien, c'est cette notion de bon grain et de livret. C'est Jésus qui nous avertit que l'éradication, c'est-à-dire de vouloir couper tout un champ, risque de couper bien plus que les méchants. C'est-à-dire qu'on risque de couper nos amis qui ressemblent un petit peu aux méchants, mais qui ne sont pas complètement bien les bien droits. Et Jésus nous avertit très fortement en disant « ne coupez rien ». Sinon, vous coupez la vie. Donc vous êtes force de mort et pas de vie. D'une certaine façon, ce n'est pas forcément à vous de vous occuper de tout ce qui est bon et ce qui est mauvais. Voilà. Et je trouve que c'est important, ça. Cette notion de pureté ne veut pas dire faire des coupes à ras. Très bien. Je suis en manque, Philippe. Tu ne nous as pas dit, toi, comment tu percevais la conception de Jésus revient sur ce thème-là. Ouais, ça va 30 secondes. Alors, je suis d'accord avec Barack Obama lorsqu'il disait aussi là, que l'être humain, attention, il est complexe et il est ambigu. Il peut être paradoxal, donc la poutre, la paille. Et donc, moi, ça m'intéresserait beaucoup que tous ceux qui sont des fervents partisans du mouvement woke, ça s'applique aussi ce côté-là, y compris dans les dérives du mouvement. Donc, le fait de couper toutes les têtes qui dépassent, je suis assez d'accord. Et alors, moi, j'y vois une nouvelle tentative de l'être humain de se sauver par lui-même. C'est presque une nouvelle religion, appliquée de manière assez agressive, avec une espèce de pureté idéologique dans le fait d'essayer de... Maintenant, ça suffit. Les problèmes doivent être résolus.
Voilà, donc moi, ça me fait penser à ça. Et puis le dernier point, c'est la diversité, oui, mais dans une église, il y a aussi une communauté autour de points cruciaux. Donc pour moi, une église est inclusive et ne l'est pas. Ça dépend après ce qu'on entend par, bien sûr, qu'est-ce que c'est être inclusif ou qu'est-ce que ça ne l'est pas, au niveau, bien sûr, des points communs, notamment, bien sûr, en termes de foi. Voilà, donc il y a quand même une exclusion, entre guillemets, volontaire à laquelle on appartient ou pas en fonction de ses croyances. Et ça, pour moi, c'est l'être humain est divers, mais aussi, quand même, à un moment donné, a tendance à se regrouper. On termine avec les synthèses chrono, c'est très rapide. On fait dans quel ordre? David, Thierry, Marc et moi, allez, c'est parti. Oui, un point d'espoir, c'est quand même qu'après la génération Y, il y a la génération Z qui semble être très différente. Mais c'est vrai, ce sont des jeunes qui ne sont pas portés beaucoup plus par la culpabilité et qui ont plein d'idées. Merci David. Moi, j'aimerais retenir le point positif et cette notion d'éveil. Et moi, ça me pousse aussi à être éveillé ou à être réveillé sur certaines questions. Alors, on a parlé de tout plein de questions, de race, de sexualité. Et moi, je vois ce point positif sans nier effectivement toutes les petites ou grandes dérives négatives. Thierry, et on termine avec Marc, qui peut aussi bien suite avec moi. Moi, ce qui me vient, c'est le terme de vigilance. Il est important de rester vigilant, mais que cette vigilance ne nous amène pas à nous renfermer sur nous-mêmes en disant « je suis le seul à avoir la vérité, il n'y a que mon moi qui est important », mais une vigilance qui m'invite à dire « l'autre est indispensable et j'ai envie finalement de le connaître dans sa différence ». Et donc j'ai envie d'exprimer aussi qu'il est différent, et donc sa différence, eh bien, elle doit être signifiée. Merci, et on termine avec Philippe. Et moi, j'aimerais voir derrière ce mot que l'expression d'une détresse. Et moi, en tant que chrétien, ça me donne envie d'être à l'écoute de cette détresse et de leur montrer aussi que le message biblique passe d'abord par un changement de cœur à son niveau, plutôt que de vouloir éradiquer tout ce qui ne me convient pas à l'extérieur. Et c'est comme ça que nous allons terminer notre émission. Merci pour votre participation. À très bientôt pour une prochaine émission. Merci. Au revoir. À bientôt.